c'est la base, ouais, c'est stylé. Les lives qui déboîtent, on apprend sans arrêt Joestar. Lui c'est le patron qui assure, un flow de ouf, il profile la pure. Il mid curve, jamais c'est le boss du game. Toujours le smile, il te met dans le bain. Hyper chill mais il calcule tout. Un vrai Jojo, il arrête le temps, ça part en live. La commu bouillante, gratos pour tous, pas de vibe décevant. On capte les fondas, c'est pas du vent. White t'es pur dans le sang à chaque instant. Décrypted, c'est le feu, ça take profit. Life qui tabasse, la commu en folie. Joestar Sensei, écrit trio de balèze. On apprend gratos, ouais, y'a pas de malaise. Sensei, wesh c'est le samouraï du coin. Il découpe les scams, il te met bien. Posé stylé, il te file les codes, il te drop du savoir, pas de place pour les fraudes. Il flex avec ses tips, un ninja crypto de fils stacking. Il gère comme un pro, un peu sérieux mais toujours marrant. Il fait de la quiche, t'as sans flipper tout le temps. Et puis, Egrig, le mec à la tchatch, un peu râleur, pense qu'à faire du cash. Il spot les gemmes, il dodge les plans moisis. Toujours un sarcasme mais il reste précis. Il charrie Joestar, il taquine Sensei, mais dans le fond c'est le trône, on est tous serrés. Décrypted, c'est le feu, ça take profit. Liv qui tabasse, la commu en folie. Joestar Sensei, aigri trio de balèze. On apprend gratos, ouais, y'a pas de malaise. Les trois compères, leur commu les inspire. Joestar qui motive Sensei, prêt pour agir. Aigri qui balance des vannes qui tapent ensemble. Ils te font kiffer la crypto, pas d'arnaque. On mine du savoir, on airdrop, pas du rêve. C'est le bull run dans le cerveau, on se lève. Gratos, ouais, chez nous pas de golem. Avec eux je deviens coach, je vise l'Actus. Les lives c'est de la bombe, Discord plein d'astuces. On dodge les shit, quoi, on ride les narratifs. Joestar Sensei, Igri, c'est le trio gagnant. Décrypted, c'est le futur, c'est brûlant. Décrypted, c'est le futur, c'est brûlant. Décrypted, c'est le feu, ça take profit. Liv qui tabasse, la commu en folie. Joestar Sensei, Igri trio de balèze. On apprend gratos, ouais, y'a pas de malaise. Ouais, penche-toi vite, c'est le kiff assuré. Joestar Sensei, écrit trop stylé. Crypto dans le viseur, on va tout péter. Décrypted, c'est le game, on va se lâcher. Wesh, branche-toi vite, c'est le kiff assuré. Joestar Sensei, écrit trop stylé. Crypto dans le viseur, on va tout péter. Crypted, c'est le game, on va se lâcher. Et salut tout le monde, ça fait un moment... Oh, j'ai complètement oublié la musique. Je vous mets la petite musique. Ça fait un moment, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était jeudi dernier. Et je suis désolé, j'aurais aimé être là pour le flashback qui est arrivé le 10, je crois, le jour de mon anniversaire en plus. J'espère que vous allez tous bien. J'ai vu le Discord pendant 1 minute au moment du crash. Ça a été un peu la panique. Mais voilà, je suis accompagné de Crypto Gourmet comme d'habitude. Comment ça va? Hello à tous. Salut à tous. Bah, écoute, moi ça va, super. Ça va? T'as pas trop... Ouais. T'étais dans le Discord au moment du crash? Ouais, j'étais dans le Discord, ouais. Et alors, ça paniquait? Et alors, ça panique quand même un peu. Hein. Ça a paniqué un peu partout, je pense. Hein. Ouais. On a vu des... Ouais, j'ai pas du tout ouvert les charts, hein, pour être honnête, je sais pas du tout... J'ai vu quelques screenshots, j'ai pu voir du moins 80, moins 90% sur certains tokens. Ça a dû être extrêmement violent. Et de ce que j'ai compris, c'était lié du coup à Trump, comme d'habitude. La musique, ouais. C'était lié à Trump, qui a depuis rassuré apparemment tout le monde. Est-ce que le SP500 il a morflé autant d'ailleurs? En fait, il a morflé juste avant, parce que ça s'est fait juste à la clôture US. Et c'est vrai que donc le SP il a morflé et les cryptos ont morflé, mais comme on est rentré dans le week-end, c'est le moment où c'est devenu assez liquide. Et c'est vrai que bon, là on a le SP et Bitcoin. Alors en fait, il faut que je mette plutôt la charte de Bitcoin avec le SP par-dessus pour qu'on voie un peu mieux. ES et merde. Tu vois, derrière, si je me mets vraiment 5 minutes, ça rebondit. En fait, ça rebondit. Tu vois, il y a vraiment le gros, il s'est fait juste à la fermeture.
Ok. Là, Ah c'est ouais, ouais. vraiment, il y a eu la clôture et derrière vraiment, quand les liquidités sont barrées, et ben, ça s'est fait 5, 10, 15, dans les 30 minutes après la fermeture des Fallait futurs. être réactif, quoi. Si, Ouais. si, tu, Bah, tu l'as vu ça, toi, avant ou ouais, pas ouais, du je l'ai tout? vu avant, ouais. Ouais, ouais, je l'ai vu avant ça. Ah ouais. Parce qu'il y a eu la, Putain. il y a eu l'annonce et Ouais. il y a eu l'annonce de Trump. Ça a commencé à décrocher, mais c'était encore léger. Il me semble. Ok. Je ne sais plus exactement. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a le tweet. Parce que j'ai un indicateur qui permet de mettre un tweet sur une charte, mais pour voir exactement quand est-ce que ça a décroché. Mais ouais, sur les alts, ça a été un carnage surtout. Sur les alts, si tu Ouais. regardes les alts contre Bitcoin, ça a été un carnage. Oh la vache, ah ouais. Ouais, quand tu regardes la charte des alts contre Bitcoin, Oh là 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 là. c'est pas fameux. On est revenu tester les niveaux de 2019, 2020, 2019. Donc on est revenu sur le support, sur les alts contre Bitcoin. On est revenu vraiment sur un super support qu'on a tagué, hein. Et bon, sinon, après, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu aussi sur. Là, en fait, on est en train de consolider, en train de rebondir sur le support qu'on avait marqué en juin 2025. Donc, Ouais. bah, la localisation ici, elle peut être intéressante quand même, hein. Après, Ok. après c'est vrai que, honnêtement, la charte des alts contre Bitcoin, avant ça, sur du court terme, elle n'était pas fameuse. Moi, j'avais fait une vidéo sur ça. J'avais fait une vidéo justement sur ça. Et c'est vrai que la tendance, elle était déjà baissière. Maintenant, maintenant ça, là, ce qui s'est passé, bah, c'était inattendu, quoi. Ceux qui vous disent oui, enfin, c'est ceux qui sont pas choqués, etc. Il faut qu'ils, enfin, je vais pas être vulgaire, hein, mais bon. Oui, Euh, tu peux l'être, tu peux l'être. ah, je peux l'être? Non, non, Oui, sérieusement. tu peux. Ah bah il faut qu'ils aillent se faire T'inquiète. enculer, tu vois. Non, à un moment donné, ah bah à un moment donné, il faut dire les termes, tu vois, genre Ça fait plaisir. non mais j'en ai vu dire ouais, bon c'était attendu, etc. Putain, il y a des mecs qui ont tout perdu et toi t'es là en train de dire ouais, non, c'était tout à fait, il y avait trop de liquidation et tout. Non mais il faut aller se faire enculer un jour, tu vois. À un moment donné, il faut Ouais, aller se non, faire c'est enculer. clair, c'est clair. Non, tu vois, c'est, enfin, je serais pas, je dirais non, mais même pour respect pour les gens qui ont perdu trop de thunes, tu vois, Ouais. tu peux pas dire ça, quoi, tu vois. C'était le plus gros événement de liquidation depuis le Covid, c'est ça? J'ai cru lire ça. Ouais. Il me semble Il me semble, hein. il me semble que c'est même pire. Après, le truc, c'est que comme on a un marché qui est beaucoup plus capitalisé, bah, il y a beaucoup plus, on a un open interest qui est beaucoup plus élevé et de fait, Ouais. bah, tu te retrouves avec des liquidations, tu te retrouves avec un niveau de liquidation qui est beaucoup plus important. Maintenant, je veux dire, tu peux pas le comparer avec le Covid. Quand tu regardes le Covid, le Covid, c'est ce mouvement-là. C'est un mouvement où sur Bitcoin, on a fait genre, du top jusqu'au bottom, on a fait moins 63%. Mais vraiment, la mèche en daily, je pense qu'on est sur du moins. On a un Bitcoin qui a été divisé par 2, je crois, un truc comme ça. Ouais. Sur le Covid, c'était ça, tu vois. C'était sur la journée, on avait fait moins 44%. D'accord. Et là, bah, on n'a pas perdu tant que ça sur le BTC, on n'a pas perdu tant que ça en fait. Putain, c'est clair. La journée, c'est juste tu vois, c'est moins 16. Sur une journée, c'est du moins 16. Ah oui, d'accord. C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est là où ça a été vraiment un carnage, c'est sur les alts. Tu regardes les alts, un truc comme Etherfi, je l'ai vu en live. XP à la 32, à 0,32. Oh, c'est quel enfer. Tu vois, Etherfi, ça a perdu, ça a perdu genre 90%, je crois. Ouais, 80, tu vois, 96% sur Etherfi. ENA aussi, ça s'est fait. C'est remonté sur des niveaux de juillet, en fait, là, actuellement. Ouais, moins 76%. Là, on est remonté sur des niveaux de juillet, c'est ça. Ok. C'est ça. Bon, ça fait chier, mais disons qu'au moins, c'est pas resté au sol non plus. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi? C'est bull run annulé? J'ai quand même vu qu'on tient des niveaux importants, sur les 4000 sur ETH ou les 110 000 sur, enfin, au moins les 108 sur BTC. Non, en fait, il y a rien d'annulé. Ouais. Enfin, si tu veux, il y a rien de. Est-ce que ça va déclencher un bear market? Je pense pas. Le truc, c'est que on est revenu déjà tester des super niveaux d'intérêt. Bon, on est revenu tester plein de niveaux d'intérêt, mais bon, dans ce genre de mouvement, événement de liquidité, il n'y a plus rien qui tient. On est venu tester un niveau qui est très important selon moi, c'est sur les 100, 103, entre 105 et 103. Et ce niveau, surtout si on le perd,
là, je commencerai à me poser vraiment des questions. Là, pour le moment, si tu regardes Bitcoin, on reste dans un range. Il y a, RS en fait. T'es retourné sur les niveaux. Là, on est retourné sur les niveaux de septembre. Tu vois. Pour Ether, c'est un peu différent parce que Ether, il a pris un peu plus cher, mais sinon, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire qu'on est revenu. La structure, elle est un peu plus dégueulasse, mais on est revenu sur les niveaux de août, tu vois. Maintenant, s'il advienne qu'on ne réussisse pas à réintégrer ce niveau que j'ai là, cette résistance, si on est vraiment violemment rejeté ici, ça commencerait un peu à appuyer. Si on réussit à réintégrer, pour moi, il n'y a aucun souci. Derrière, il n'y a aucun souci. Donc, il n'y a pas une histoire de bull run annulé ou quoi que ce soit, tu vois. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En général, un mouvement de ce type, ça prend quand même un certain temps avant d'avoir une reprise. Alors après, on peut tout à fait avoir une reprise assez rapide. Là, c'est d'ailleurs ce qu'on a sur la journée, c'est qu'on a une reprise plutôt importante parce qu'on s'est rendu compte qu'apparemment, il y avait eu un souci de communication entre Trump et Xi Jinping, ou un truc comme ça. Et j'ai pas trop bien suivi, mais j'ai vu que c'était un gros cirque cet après-midi, tu vois. Et que justement, le rebond là actuellement, il a été catalysé par des finalement tout va bien, tu vois, entre parenthèses, quoi, tu vois. Donc c'est pas très, ça manque de clarté quand même, tu vois. D'accord. J'ai vu un tweet, alors peut-être que tu n'en as aucune idée, mais je te pose la question quand même parce que c'est intéressant, de Glassnode, alors Glassnode qui sont quand même des gros acteurs, qui disaient que le marché avait été complètement manipulé et que je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent ça, je crois que c'est Khan Academy qui a retweeté, il faut vérifier la source, mais c'est quand même étonnant, autant de liquidation, Est-ce que tu crois que c'est possible ou est-ce que c'est juste que les gens étaient en full levier comme des zinzins et puis non, mais les gens sont en full levier comme des zinzins, ça c'est factuel. C'est sûr. Ça c'est sûr, c'est factuel, les gens sont en full levier comme des zinzins. Et de toute façon, si les gens ils étaient pas aussi leveragés, il y aurait probablement pas un mouvement aussi important, tu vois. Maintenant, les marchés sont les marchés par nature, ils sont manipulables et donc ils sont potentiellement manipulés. Après, les choses exactement, on les connaît pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des trucs bizarres. Il y a eu une énorme whale sur Hyperliquid qui a short juste avant le mouvement, tu vois. Qui a short, je sais plus pour combien de 80 millions, un truc comme ça, je sais plus, pour une énorme somme. Et d'ailleurs, qui a toujours une position ouverte. Et donc ça, il y a potentiellement, tu vois, un insider, tu vois. Mais il y a du délit d'initié, ça, de toute façon, ils le font sous nos yeux, le délit d'initié. Et t'as un tweet, je l'ai posté dans le Discord, je pense. Il y a un des advisors de WLFI qui a pris une position juste avant la communication de Trump tout à l'heure. Je l'ai là. Je te l'envoie. Je veux bien que tu me retrouves ça. Ah ouais. Je l'ai là, je te l'envoie sur Discord. Je te l'ai envoyé sur le Discord. Tu vois, il a déposé 1 million sur Hyperliquid de 6 heures. 6 heures avant la prise de parole, je crois que c'est J.D. Vance, le vice-président, qui a tweeté un truc aussi. Mais donc, bref, tu vois, ils ont long juste avant le rebond, quoi. Donc, c'est une dinguerie. Ah ouais. De toute façon, il se cache même pas. Je pense qu'il se cache même pas. Donc, Ah ouais. Alors attends, je vais retrouver ça. Comme ça, je peux montrer à tout le monde. Il me l'ouvre sur Google Chrome. Oh l'enculé. Bon. Bon, de toute façon, on verra. J'ai plein de news, parce que ça fait 1 semaine et demie qu'on n'a pas fait de live. Et puis à la fin, on discutera un peu de où on en est. Je vais peut-être... T'avais un truc à dire ? Non, pas spécialement. Ah, ok, parfait. Je vais juste balancer un petit peu les news, même si je me doute que c'est pas le plus intéressant actuellement après ce qu'on vient de vivre. Mais voilà. Je pense qu'on peut être déjà content que ça rebondisse bien. Tac, je vous mets ça. Tac. Attends, c'est Brave Tab. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'était le tweet. C'était ton tweet. Ah oui. Mais pourquoi, en fait, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il ferait ça sur Hyperliquid ? Ouais, je sais même pas en fait. Parce que sur Hyperliquid, en plus, tu peux voir les choses. Après, c'est vrai que là, ce qui est intéressant sur ce mouvement, c'est que les échanges centralisés ont complètement planté. Après, ça, c'est pas étonnant parce que c'est un truc qu'on a déjà vécu sur des gros mouvements de volatilité comme ça.
parce que en mai 2021, on avait eu la même chose. On avait eu Binance avait freeze. Ça s'était passé aussi sur le crash Covid. Je pense que c'est BitMEX qui avait eu de gros problèmes aussi. Là, par contre, les DEX, contrairement aux SEX, ont beaucoup mieux tenu la route. Ah ouais, ok. Ouais, Ok. et d'ailleurs, les gros problèmes de liquidité, on les a eus surtout sur les échanges centralisés comme Binance, etc. Tu as des trucs comme Atom qui ont fini quasiment à zéro. Il y a Atom a dump à, je crois, 0,03 centimes, tu vois. C'est incroyable. Donc, sur les gens qui étaient en leverage sur les DEX, il y en a certains qui ont justement évité la liquidation uniquement parce qu'ils avaient leur position sur Hyperliquid, etc. Tu vois. D'accord. Ah ouais. Ok. Je vois. Et il y a une petite question, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Il y a Salto qui demande, pour vous la méga mèche BTC va être rebossée ou pas? C'est possible. Après, je vois pas le futur, mais c'est une possibilité. En tout cas, la mèche, elle peut être rebossée, tu vois. Maintenant, est-ce qu'elle va l'être, ça, je sais pas. Souvent on dit entre parenthèses que les queues aiment être mangées, tu vois. Donc oui, c'est possible. Moi, ce que je ferais, c'est regarder déjà le seuil médian de la mèche. Tu vois, tu prends un retracement de Fibonacci, tu te mets sur ta mèche et tu prends les 50%. Là, ça correspond à 107 000, tu vois. Donc le seuil médian, 107 000, il pourrait être retesté, par exemple. Il pourrait être retesté. Ok, pardon, j'ai bugué, mais... Oui, tu allais dire? Non, voilà. C'est une possibilité. Okay. Maintenant, est-ce que ça va l'être? Ça, je sais pas, quoi. Bien sûr. On sait jamais, c'est sûr. Ok. Bon, alors la petite news rapidos. Je vais pas prendre longtemps avec ça. On n'a pas ça du tout. Ça c'est pas une news. Du coup, voilà, on a la plus grande liquidation d'après Sapiens. Alors, j'ai pas vérifié, j'ai pas eu le temps. La plus grande liquidation de l'histoire de BTC. De toute façon, vous l'avez vu en direct. On a Eclipse qui fait n'importe quoi. Eclipse qui publie sa propre chart à moins 87%. J'ai pas compris ce qui s'est passé chez Eclipse non plus. Moi, je débarque, je vois un peu des folies sur le CT. On a... Qu'est-ce qu'on a? On a Binance Wallet qui lance MemRush, qui est un peu le... Alors, on avait parlé il y a un mois ou deux maintenant. C'était son alternative, son Pump Fund directement sur l'application. À un moment où tout le monde voulait faire son Pump Fund, actuellement ils l'ont lancé. À voir ce que ça donnera. J'ai vu en plus que il y avait un peu des folies qui se passaient sur la BNB pendant que j'étais pas là. On a aussi Polygon qui upgrade la L1 avec Rio, donc pour plus de stabilité. Finalité quasi instantanée, pas de réorganisation, 5000 TPS, et comme je le disais, en réalité on s'en fout un peu, parce que Polygon actuellement c'est ça. Je ne sais pas si vous possédez des polys, mais la L1 est pas très utilisée. Et avec les IBM qui arrivent comme Monad, dont on entend de plus en plus parler, et MegaETH, Polygon a beaucoup de soucis à se faire, je pense. Actuellement, il n'y a pas trop d'IVM très très scalable, mais ça va arriver sur le marché très rapidement. Qu'est-ce qu'on a? On n'est pas vraiment étonné, mais Sorare qui a été payé 10 millions par Solana pour Move sur la blockchain. Et je trouvais ça intéressant parce qu'ils l'ont déjà fait avec Xstock il y a quelques mois. Et ça montre à quel point avoir un L1 comme Solana qui est très centralisé, beaucoup plus qu'Ethereum et beaucoup plus agressif, ça paye finalement. Ça paye pour créer un écosystème. Donc voilà, Sorare qui débarque sur Solana visiblement. On a eu des bonnes news, mais voilà, un peu de positif quand même. On a eu de très très bonnes news cette semaine, en réalité, des news assez énormes qui sont passées inaperçues parce que le marché n'a pas monté, donc comme d'habitude, ces news passent un peu inaperçues. Mais on a Morgan Stanley qui a suggéré d'allouer jusqu'à 4% du portfolio en crypto, en tout cas pour ceux qui veulent vraiment de la performance parmi leurs clients. Ce qui est énorme et ce qui est très loin de ce qu'il disait il y a juste 2 ans, où il disait qu'il fallait absolument pas de crypto, qu'ils étaient complètement contre. On voit quand même que ça bouge beaucoup du côté de la TradFi sur l'image de la crypto en général. 4% c'est énorme. Hein. Je trouve la news absolument folle. Et on a une news encore plus folle. On a le SP500 qui va créer un crypto-index, carrément, directement sur le SP500, avec 35 crypto-compagnies, donc voilà, des actions, et 15 crypto. Et ce sera les plus grosses, même si bon, ça rend pas honneur à la crypto, honnêtement. On a du XRP,
on a quand même du Sol, on a du TRX, du ADA, du Link, du AVAX, les TCETH classiques, les plus gros. Mais voilà, je ne vous ai pas montré la news, pardon. On a le Mon qui va se lancer. Du coup, il est en pré-market déjà sur Hyperliquid. Je sais pas combien il est actuellement, ça c'est une vieille news, mais il était quand même sorti à 14 milliards en FDV. Donc voilà, ça va être un des plus gros lancements. D'ailleurs, juste ces 2-3 mois là, il y a beaucoup de lancements qui ont sûrement été préparés il y a bien un an. On va avoir pas mal de TGE. On a, en parlant de lancement d'ailleurs, on a Shane Copland, le fondateur de Polymarket, qui devient le plus jeune self-made milliardaire du monde. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a créé Polymarket. Il a créé ça vraiment dans son petit appart tout pourri à New York, je crois. Et il s'était fait raid par le FBI à l'époque, parce que voilà, c'était nouveau, les paris politiques, tout ça. Et maintenant, il a levé, je crois, 2 milliards pour une FDV de 9 milliards, ce qui en fait le plus jeune milliardaire du monde. Je trouve ça absolument fou comme histoire. Et je pense que ça fait partie un peu de ces belles histoires de crypto dont on parlera pendant ces prochaines 10-20 prochaines années, où on va avoir des jeunes comme ça qui vont vraiment devenir les prochains Zuckerberg, parce qu'ils ont eu la bonne idée au bon moment. Et c'est vraiment une très belle histoire, je trouve. Polymarket qui devrait potentiellement peut-être airdrop, lancer un token, je sais pas, faudra suivre tout ça. On a Kalshi qui est le compétiteur de Polymarket, toujours sur le prediction market, sur le narratif, qui devrait peut-être launch sur MegaETH. En tout cas, il y a un pari sur Kalshi même qui est monté quand même à 76%, peut-être un insider move. Faudra suivre. Kalshi qui n'a pas une bonne image parce qu'il y a beaucoup de trucs off-chain, c'est un peu compliqué Kalshi, mais ça fait partie quand même des acteurs qu'il faut suivre, avec Myriad par exemple, parce que le narratif prediction market peut être gros. On ne sait pas, pour le moment on n'entend pas encore trop parler, mais avec l'arrivée de Polymarket notamment, qui reste une des apps les plus utilisées en crypto, mine de rien, à travers le monde, ça pourrait faire beaucoup de bruit. On a aussi la narrative Neobank qui s'accélère. Neobank, c'est tous les projets qui vous permettent du coup de payer en carte bancaire directement depuis la blockchain. Vous avez Neosys, vous avez Etherfi, vous avez Plasma maintenant, qui n'a pas de data encore. Donc c'est intéressant. Plasma qui a beaucoup morflé d'ailleurs, je crois, pendant le dump. Ouais. Qui avait morflé avant aussi. Hein. Oui, qui avait morflé avant. Il est descendu à combien, Plasma ? Il a 46. Il est descendu jusqu'à 25 centimes, je crois, comme ça. 25, 26. Ouais. Waouh, incroyable. J'ai vu quand même des tokens j'ai vu Capet publier la charte de Morpho. Il y a quand même des tokens qui sont relevés plus haut que le dump. Ouais, enfin Morpho, il a bien résisté. Il n'est pas allé plus haut que le dump, mais il a bien résisté. Après, tu as des trucs genre BNB, je crois qu'il a quasiment refait un ATH. Putain, BNB, il casse. il me sideline de fou celui-là. Ah ouais, BNB, il arrête pas. Presque revenu sur son ATH. Après, il y a Zcash, quoi, parce que là, c'est la. En ce moment, oui, c'est Zcash. Lui, il s'en fout, quoi. Zcash, il est en train de. Il est en train de speedrun jusqu'à l'ATH. Enfin, je sais pas si c'est la. Non, l'ATH, ça doit être en 2017, à mon avis. Si je vais sur crypto, ouais, voilà. L'ATH, il est très loin de Zcash. Ouais, l'ATH, il est quand même assez loin. Oui, il est quand même loin, ouais. Et sinon, il y a les forks de Zcash. Donc, il y a Horizon, je me rappelle plus le ticker. C'est ZenUSDC. ZenUSDT, du coup, ça suit Zcash. Il y a Horizon ici qui pump. Il y a Firo aussi. Il y a NPT, mais tu l'auras pas ici. Firo, NPT. Tu l'auras pas, c'est sur SafeTrade. Ah, sur SafeTrade, ouais, non, j'aurais pas. Mais ouais, il est en ATH only aussi, pareil. Bon, il y a Dash, qui n'est pas un fork, mais il y a Dash qui est en train de péter aussi. C'est la narrative privacy qui est en train de péter. Je sais pas, j'ai pas suivi pourquoi. Moi, j'ai suivi un peu. En fait, c'est Murt. Je sais pas si tu connais Murt de Helius, très proche de Solana, qui a relancé un peu le débat sur l'importance de la privacy en blockchain. Et je sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde s'est enflammé sur le ZEC. Et voilà, comme d'hab, les autres y suivent. Toujours pareil. Assez fou, hein. C'est pas du tout ce qu'on attendait, mais ouais, bon. Tant mieux pour ceux qu'on ont, en tout cas. Ok. Ouais. Et à part ça, il n'y a pas d'autres projets DeFi
Il y avait et je crois qu'il y a Railgun, mais c'est aussi. C'est la ouais, Privacy. Privacy aussi. Railgun qui a explosé. Putain, la bougie, oh là là. Ouais. Incroyable. Eh ben. Et sinon, c'est vrai que. Bah non. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop suivi ce qui a pété. Il y a Tao qui tient bien. Il y a Tao. Arrête. Tao? Ouais, Tao était bien parti et Tao était bien parti justement. Il avait bien repris une tendance. Bon, il a pris le dump aussi dans la gueule, mais par contre, il est bien revenu sur ses niveaux pré-dump, pré-crash. Ça, c'est dingue. Ouais, Tao, il a quasiment tout récupéré, quoi. Ok. Très cool. Très cool. Bon, j'ai encore une petite 9-10 news et puis après on va un peu sur les charts. Attends, je te remets mon truc. Tac. On a eu aussi Hyperunit qui apparemment va potentiellement, en tout cas c'est ce qu'on pense, lancer son propre terminal avec le HIP3 sur Hyperliquid. Et c'est assez fou parce que Unit, on pensait que c'était, on avait parlé avec Egri, on pensait que c'était juste un projet un peu banal, qui n'aurait pas de grande ampleur. D'ailleurs, on se doutait de savoir s'il y allait avoir un airdrop ou pas. Et finalement, en fait, ils font de grandes choses, visiblement. En tout cas, ce sera à suivre et potentiellement à farm. On a Virtuals qu'on n'attendait pas du tout. Virtuals qui nous a fait un changement. Ils avaient le Genesis, je sais plus comment ça s'appelait, programme Genesis. Ils font un petit changement. Voilà, c'est encore une autre façon. Ils ont déjà fait ça une fois auparavant, ça c'est la deuxième fois. En fait, ils trouvent un autre modèle et ils recréent une pompe Dynamics et ça a tendance parfois à marcher. Là, je sais pas parce que le marché est pas du tout chaud, je pense, pour prendre du risque. Mais en tout cas, voilà, ils ont recréé ça, à voir si ça va refaire une petite saison sur Virtuals. Je ne sais pas, j'en ai pas entendu parler pour le moment en tout cas. Comme je disais, Monat, alors ça c'est un vieux screenshot, depuis ils ont montré 98%. Pour l'airdrop qui devrait arriver le 14. Le 14, enfin c'est ce qu'ils ont dit, hein. Le claim portal. Apparemment tout le monde pourrait claim. Je n'ai pas tout compris exactement. Ce serait un peu une nouvelle façon de distribuer leur airdrop. Je sais pas. Dans tout le cas, soyez là le 14, même si le tweet paraît bizarre. Je sais pas vraiment ce qu'ils disent. C'est un peu bizarre l'ambiance chez Mon, honnêtement. Mais je pense qu'il va y avoir un petit peu une petite guéguerre entre Monad et MegaETH parce que les deux sont des IVM très performantes et sûrement que ça va accélérer un peu le rythme chez MegaETH pour sortir le mainnet dans pas trop longtemps. Ah oui, très très drôle, hilarant. On a Aster, en fait, alors pour ceux qui connaissent pas, Wix NGMI, c'est le mec le plus connu qui bosse chez Defilama. Et il est allé regarder dans les datas de Aster, les datas je vous l'avais dit il y a déjà 2 semaines que ça avait été enlevé parce que c'était un peu louche. Il a regardé vraiment très proprement dans les datas, et en fait c'était juste les datas de Binance. C'est pour ça que il y avait énormément de volume, c'est parce que c'était juste les datas on le voit là, Aster volume, Binance volume. En fait tout corrèle avec Binance, et c'est juste que ils font glisser un peu de volume qui est fait sur Binance sur Aster. Parce que, comme on l'a dit de base, c'est leur propre API, il n'y a rien d'on-chain, donc en fait, il faut juste full les trusts. Ce qui veut dire qu'ils ont juste menti sur tout leur volume. Ça n'empêche pas que, voilà, si vous êtes bullish sur Aster, c'est votre opinion, il n'y a pas de malaise. Mais en tout cas, ça fait partie un petit peu de ce que fait la BNB Cabal en général. Donc voilà. Pas très étonnant, et c'est pour ça que Defilama, actuellement, ne publie plus le pair volume de Aster, parce qu'il est fake. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait leur saison 2 d'airdrop. Et apparemment, les gens sont contents. Donc, quand même, c'est qu'il se passe quand même des trucs. On a Coinbase qui fait un partnership avec Samsung pour offrir l'accès aux cryptos depuis directement le Samsung Wallet. Ça aussi, c'est très très cool, honnêtement. On a l'écosystème de MegaETH qui a encore plus dévoilé la cohorte numéro 2. Donc, ça aussi, il faudrait faire un tour. Si en tout cas vous êtes bullish sur l'écosystème MegaETH, ça peut être très intéressant. On a. Alors là, on parlait aussi de Prediction Market. On en a un qui s'appelle le PQ qui va pivoter vers le PMX. Voilà, c'est un autre projet sur Solana qui a beaucoup pump la semaine dernière, qu'il faut garder en tête, je pense, parce qu'ils ont annoncé de très très beaux projets. Je vous mets juste le petit Twitter ici. Et tac. Alors là, le Prediction Market en data, pour montrer un petit peu la performance. C'est vraiment un truc que je vois beaucoup sur ma TL de plus en plus.
Je pense que c'est un peu le narratif perp d'Ex qui a fait bouger les choses parce que les gens se sont dit ok, c'est quoi le prochain narratif, et sûrement que ce sera ça pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. En tout cas, faut en garder un œil dessus. Il y a de très bons acteurs, il y a un peu une guéguerre entre Kalshi, Polymarket, et il y a aussi les myriades, les pécules, tout ça. Je pense qu'il faut les garder à l'œil, ou peut-être les farms, pour ceux qui n'ont pas de token ou qui ont en tout cas un budget airdrop. Ça pourrait être intéressant. On a Ethena qui balance encore des dingueries. Plus personne n'en parle, mais ils balancent des dingueries. Ils font le SUI USDE, le USDI, donc sur la blockchain SUI, mais ils font aussi le JUP USD. JUP USD qui du coup prendra tous les stablecoins sur la partie PERP, sur la partie Lend, pour en faire un stablecoin qui rapportera du rendement, qui s'appellera le JUP USD. Et là, on parle d'environ potentiellement 750 millions de TVL en plus. Donc Ethena, ça bouge beaucoup, et ils ont pivoté. Avant, ils avaient un peu cette vision, on veut être un écosystème, notre propre écosystème avec Converge, tout ça. Aujourd'hui, c'est marqué d'ailleurs au début de la vidéo, ils ont pivoté vraiment sur un modèle, c'était à la fin, sur un SaaS modèle, c'est-à-dire que c'est un stablecoin as a service, c'est-à-dire qu'il va faire tous les stablecoins de tout le monde. Et en vrai, c'est très intéressant, parce que si Ethena commence à faire les stablecoins d'absolument tout l'écosystème, parce qu'ils font déjà MegaTH, ils font SUI, ils font Jupiter, ça pourrait être assez insane, parce que ça reste un très très gros marché. Et après, il faut voir ce que ça leur rapporte directement. Mais en tout cas, je pense que ça peut être très intéressant à suivre. D'ailleurs, dans ce cas-là, le JUPUSD derrière, il y a j'ai oublié leur produit. Ils ont un produit safe, mais ils ont aussi l'USDE. Et ils disaient que potentiellement, ce sera de l'USDE qui va backer le JUPUSD. Dans ce cas, ça veut dire beaucoup plus de supply sur le USDE, bien évidemment. Donc beaucoup plus de revenus. Et on a le Venezuela, où le Tether, l'USDT, devient officieusement, donc pas officiellement, mais officieusement, la monnaie nationale. C'est l'actif le plus utilisé là-bas, tout simplement parce que là-bas, ils ont une inflation qui est énorme, 229%. Ça fait des années que ça dure, en plus. Moi, c'est plus de la première fois que j'ai entendu ça. Et c'est un truc que j'avais vu dans une data qui disait que actuellement, le plus gros de la supply de l'USDT, il est détenu par des gens qui ont des problèmes avec leur monnaie nationale et qui n'ont pas accès au dollar d'habitude, et qui, grâce à la blockchain, grâce à ça, peuvent avoir accès à l'USDT très facilement. Et ça, c'est assez ouf. Et on le voit d'ailleurs sur la supply qui est montée au-dessus de 300 milliards, ce qui est insane. Voilà, finalement, ça fait quand même beaucoup de news. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. On va pas faire une émission hyper longue, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis toujours en vacances. Je reviens la semaine prochaine, mais du coup on va faire des petites émissions. En plus, je sais pas si tu as beaucoup de choses à... Attends, il y a des petites news. Avec le DPEG de l'USDE, vous pensez pas que ENA a perdu en crédibilité? Il y a des DPEG l'USDE? En fait, il me semble que tous les stables ont plus ou moins des pegs, parce que je sais que l'USDT, par exemple, est monté à 1.07, pardon, pas 1.7, 1.7 ça aurait été ouf. 1.07, parce que justement, tout le monde vendait ces tokens contre du Tether. Donc à ce moment-là, je crois que ça a des pegs. Par contre, l'USDE, USD, il y a une paire, c'est quoi, sur Kraken ou sur Pit plutôt, pour voir le. Alors, je sais Non, pas. Ethena USD, ouais. Ah oui, exact. Ouais, il y a un gros dépeg, ouais. Un gros dépeg? Ouh la vache. Ah ouais. Ouais. Eh ben, pour répondre à ta question, oui, c'est pas ouf, hein. Mais c'est le seul à avoir un dépeg comme ça, on est d'accord? Il me semble, parce que de toute façon, oui, parce que de toute façon, USDT, il a des pegs, il a des pegs à la hausse, de fait. Ok. Il est monté à 1,09. Ah non, 1.009. Mais je pense qu'il y a des endroits où il est monté beaucoup plus haut. Il a des pegs vers le haut au moins. Ouais, par contre, oui, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est pour ça que Ethena, sur le rebond, là, il est beaucoup moins fort que d'autres actifs. À mon avis, c'est lié au DPEG. Je sais pas ce qui s'est passé sur le DPEG, mais je pense, vu que c'est des stratégies qui sont delta neutrales, à mon avis, Ethena, il y a certaines positions qui ont dû sauter. Alors, moi, j'ai pas approfondi, parce que j'en avais pas du Ethena.
Mais à mon avis, ça doit venir de là, hein, le dépeg. Waouh. Ok. Non, mais c'est vrai, c'est très bien dit. Hein, d'ailleurs, c'est qui m'a envoyé le Natis. Ouais, merci de truc parce que c'est vrai que c'est pas ouf du tout. Je sais pas s'ils ont communiqué là-dessus. Si vous avez un tweet, je serais très intéressé parce que encore une fois, je débarque. Hein. Moi, je suis arrivé il y a 1h40. Je redécouvre ce qui s'est passé. Donc pas ouf. Oui, aucune liquidation sur AV, il n'y a pas de liquidation non plus sur Fluid. J'ai vu des tweets un peu de tous les protocoles de lending, tout ça. Alors pas aucune liquidation, il y a eu des liquidations, pardon. Il y a eu des liquidations, c'est juste qu'elles ont été bien faites. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que s'il n'y avait pas de liquidation, ce serait plutôt inquiétant. Ça a été le cas sur Fluid aussi, tout s'est bien passé. Et c'est ce que tu disais aussi au début, c'est que les DEX, même les protocoles de lending borrowing, ont très bien fonctionné. Et ça, je pense que c'est une news qui reste bullish, même si ça ne veut rien dire sur le prix des tokens, en tout cas sur le fondamental. Je trouve ça vraiment très cool. Ça aurait été très flippant d'avoir un protocole comme AAV par exemple, qui n'aurait pas liquidé, qui aurait juste pété dans l'intérieur. Ça aurait été très flippant. Ouais. Ouais, le retail est barré, les gens sont dégoûtés du haut crash. C'est très très dur, hein. Franchement, ce cycle il est extrêmement dur. Il est vraiment extrêmement dur. Et ouais, on en parlait en off que dans ces cas-là, c'est compliqué d'agir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends à perte, à quel moment tu vends? Tu attends un rebond, tu vois, c'est compliqué. Est-ce que le mieux, ce serait pas de s'asseoir sur ses mains dans ces moments? Parce que forcément, si c'est des liquidations, est-ce qu'il faut pas attendre que le remarché au moins sache où est-ce qu'il va? Qu'est-ce que t'en penses? Non, clairement. Après, comme je te disais en off, l'important, c'est quand même d'être conscient des risques en amont, de savoir que ce genre d'événements, bah, ils peuvent arriver. Et comme ils peuvent arriver, il faut se préparer, même si c'est très rare, tu vois. Le truc, c'est que les gens se disent, ok, c'est très rare et du coup, ça m'arrivera pas. Bah, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être pensé ça et qui ont pris trop de risques et qui étaient trop exposés en levier et qui justement ont trop misé, ont trop fait confiance à leurs outils, ou alors les ont utilisés sans vraiment trop les connaître, et du coup ils ont potentiellement perdu beaucoup d'argent, tu vois. À mon avis, il y a des gens qui ont même tout perdu. C'est pour ça que je veux dire, il y a des trucs, si tu es exposé, si tu as 100% de ton capital déjà qui est exposé sur le marché, pour moi c'est pas une bonne pratique, tu vois, c'est pas une bonne pratique. Et d'autant plus si tu as 100% de ton capital qui est exposé en tant que marge pour backer des positions en levier. C'est quelque chose qu'il faut pas faire, tu vois. Même ne serait-ce que utiliser, je veux dire, il n'y a pas de mal à utiliser le levier. Souvent les gens disent oui, il faut pas toucher au levier, etc. Il n'y a aucun problème. Le levier, c'est pas le problème. Le problème, c'est la mauvaise utilisation des outils. Pour savoir utiliser les outils correctement, il faut apprendre à les utiliser. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas la démarche de se former ou de s'auto-former, peu importe, hein, que ce soit sur YouTube ou sur ChatGPT, ou même en achetant une formation, peu importe, hein. Mais faire la démarche par soi-même, d'aller lire le manuel, en fait, c'est ça le truc. Parce que vous jouez potentiellement avec vos économies, avec je sais pas, votre salaire ou quoi que ce soit, et du coup vous allez aborder ça comme un jeu alors que c'est pas spécialement un jeu, quoi. Et c'est pour ça que c'est important, je veux dire, ne serait-ce que tu ouvres Binance et tu vas regarder comment fonctionne la plateforme d'échange. Tu vois, tu te documentes sur qu'est-ce qu'une liquidation, comment fonctionne une liquidation vraiment mécaniquement, qu'est-ce que c'est que, comment fonctionne la marge, comment fonctionne le levier, en fait, tu vois, comment fonctionne l'outil que tu utilises. Et moi, je pense que ça, c'est important de le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous vous retrouvez dans des situations où tu sais, ça s'est passé, mais tu sais pas pourquoi. Alors après, moi, je remets pas la faute sur. Il faut pas non plus remettre la faute sur les intervenants, tu vois. Parce que les échanges sont aussi à blâmer, parce que tu vois, c'est pas normal ce qui s'est passé, c'est pas normal. C'est-à-dire que c'est pas normal que Binance ait pu freeze, ou que peu importe l'échange ait pu freeze, tu vois. C'est pas normal que Atom il ait dump à quasiment 0, quoi, tu vois. Il y a des choses qui sont pas claires. Il y a plein de choses qui sont pas claires. Donc il faut, dans un sens, il faut savoir utiliser, il faut apprendre à maîtriser ces outils. Et il faut aussi utiliser les bons outils, tu vois. Totalement d'accord. C'est ça.
Mais pour quelqu'un qui est un peu plus, tu vois, un père de famille, alors un père de famille avec des altes, hein, c'est pas le père de famille, mais en tout cas qui voit tu vois, qui est devant son ordi, qui voit la bougie des enfers faire du moins 70, moins 80, lui qui n'utilise pas du levier, qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Est-ce que si t'attends, je vais pas dire que t'es forcément mieux parce que tu sais pas jusqu'où ça peut aller, mais en tout cas, est-ce que dans ce genre de mouvement, est-ce qu'il est pas plus sage quand tu hold d'attendre? Ou Bah oui, ou alors oui, parce que le bon sens te dirait de paniquer. Le bon sens, il te dirait de paniquer, mais en réalité, mais ce qui est normal, c'est une réaction qui est tout à fait humaine. Mais la réalité, c'est que quand t'as, à part, quand c'est quelque chose de général comme ça, à un moment donné, les prix remontent, tu vois, les prix remontent, la demande, elle revient. Là, c'est vraiment un événement qui est limite systémique, tu vois. Si c'est un truc où c'est vraiment un seul projet qui prend moins 80% dans la gueule, là c'est problématique parce que tu sais pas si ça peut être un hack, si ça peut être un rug, etc. Tu vois ce que je veux dire. Là, quand t'as tout qui se pète la gueule, comme ça s'est pété la gueule comme ça s'est pété la gueule il y a 2 jours, comme ça s'est pété la gueule pendant le Covid, de paniquer et de vendre ces bagues à moins 80-90%, si t'es en spot, c'est extrêmement risqué parce que en général, un truc qui fait, quand tu as tout le marché qui fait moins 80, moins 90%, il va pas rester à moins 80, moins 90%, tu vois ce que je veux dire. Donc si en amont, t'avais pas déjà une bonne gestion, si en amont t'avais pas géré ton risque, on te dit avec des stop loss, et encore, il faut que les stop loss fonctionnent parce que là apparemment il y a plein de plateformes sur lesquelles même les stops n'ont pas fonctionné, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux attendre que ça se tasse, tu vois. Ouais, clairement. Ok. Et tu vois, je me souviens au début, quand j'apprenais la crypto, j'avais vu Asher qui parlait de alors prendre des profits évidemment, et puis mettre les profits sur des points très très bas, vraiment exagérés pour ce genre d'événement, parce qu'il y en a toujours qui arrivent. Là, celui-là, il est exceptionnel, il est insane, mais en tout cas, tu vois, des gros drops, on en a déjà vu, des moins 30, moins 40%. Est-ce que tu penses que c'est malin Ouais, c'est malin, et alors c'est malin, mais il faut aussi comprendre que alors c'est malin parce que justement sur ce genre d'événement, tu peux choper une mèche. Par exemple, admettons le mec qui a été, c'est ce qui s'est passé sur Yotex. On peut aller voir parce que la chart sur Binance, on est allé à 0 sur OKX, sur Yotex. En fait, je sais pas si ça a coté, si ça a code 0. Mais en tout cas, si je mets un trait, là, on aura 0. Là, je sais que à 0.0001, il y a quelqu'un qui a réussi à faire une transaction pour 75 centimes. Sa transaction à 75 centimes, actuellement, elle en vaut 1 million, quoi, tu vois. Donc, c'est insane. Wow. Mais donc, avoir une petite poche de liquidité que tu vas réserver pour te positionner sur des prix très bas comme ça peut être extrêmement rentable, mais extrêmement rentable. La réalité, elle est là. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se dire qu'il y a un coût opportunité quand même, parce que cette poche de liquidité, elle va être complètement bloquée et elle va servir à rien d'autre. Et un événement comme ça, c'est assez rare. Ça arrive, mais c'est quand même extrêmement rare. Donc, tu vois, c'est un peu ticket de loto, tu vois. Donc il faut être quand même conscient que cette liquidité que tu vas bloquer, il y a un certain coût opportunité à la bloquer. Donc il faut être conscient de ça, tu vois. Il faut toujours être conscient des choses. Donc ça peut être extrêmement rentable. Maintenant, il faut juste savoir que voilà, c'est un coût opportunité. Mais après aussi, il faut que ça puisse être fait sur des plateformes qui ne t'empêchent pas de mettre des prix aussi bas, parce que par exemple Binance, moi je ne trade plus sur Binance depuis des années, mais normalement Binance ne te permet pas de mettre des ordres limites à je crois moins de X% du prix du market price. Ouais. Alors je sais pas si ça a changé, mais je sais que Binance, quand c'est sorti, tu pouvais mettre des prix tu pouvais mettre des ordres à n'importe quel prix, mais je crois que c'était sur le dernier cycle, je crois 2020-2021, où par exemple à la hausse, tu pouvais pas mettre d'ordre à plus de 400 ou 500%, tu vois. Et à la baisse, c'est pareil. Donc là, ce qui s'est passé, je pense que la personne ou l'entité plutôt qui a réussi à acheter sur des prix aussi bas, c'est vraiment des ordres qui se sont passés à la seconde, tu vois, et qui ont probablement été faits par des robots, tu vois.
Ouais, bien sûr. Je sais pas si Ouais, je on peux avoir parlait la chart, si je peux avoir le price action en secondes là au moment où ça s'est fait. Mais ouais, non, je pourrais pas. Il faudrait que je me mette en 10 secondes ouais, ça plutôt. va bugger là, ouais. J'aurais pas l'historique. Mais si tu regardes en 10 secondes, ouais, on y est. Si tu regardes, voilà, ça Pouah, c'est des candles en 10 secondes. Bah, tu vois que il y a quand même, bon, ça il y a un perd. laps, il y a un laps de temps où c'était possible de faire des achats sur ces niveaux de prix, hein. Parce que voilà, t'as le temps. Maintenant, il faut que le moteur de trading de l'échange, il te permette de le faire. C'est Ouais, ça aussi, tu vois. c'est ça aussi, ouais. Ouais, c'est clair. Et maintenant, du coup, j'ai vu que tu as sorti une vidéo, hein, la dernière, qui Ouais, ouais. parlait de quoi faire. Mais là, actuellement, quoi Bah, faire? là, actuellement, le truc, c'est que on est revenu sur un support. On est revenu sur un support. On est en train de rebondir sur ce support sur Bitcoin. Maintenant, la grosse question, ça va être de savoir si ce support tient. Est-ce qu'on est dans un simple rebond dans une tendance qui s'est inversée depuis qu'on a pris notre ATH ici? Moi, tant que le support il tient sur les 110 000, 108 000, je suis plutôt serein, tu vois. Si Ouais, ça pète, bah, moi je sais que derrière, on a le niveau sur 104, 105 qui est, à mon avis, un des plus importants. Et par contre, si ce niveau pète, je pense qu'on sera en bear market. Si ok. on pète 105K, je pense qu'on sera en bear market. Jusque-là, bah, tant que ça tient, il y a pas. Il y a des possibilités qu'on vienne faire de nouveaux sommets, dans les semaines qui viennent. Maintenant, c'est vrai que là, tu pourrais être tout à fait dans un simple rebond dans une tendance de fond qui est déjà baissière, et on pourrait justement avoir inversé la tendance et faire quelque chose comme ça, et pour enfoncer le support des 110 et revenir sur 105. Donc 105, ce serait vraiment, à mes yeux, la dernière localisation, vraiment, enfin, opportunité sur Bitcoin pour se positionner pour derrière. Je sais pas, hein, parce que je vois pas le futur. Après, derrière, alors après, je suis pas fan j'ai dit bear market, mais je suis pas trop fan Ouais, de dire bear market, parce que dans l'esprit des gens, ils sont habitués à ce qu'un bear market ce soit quelque chose de long comme on a eu ouais, bien sûr. comme on a eu en 2021, etc. Alors que moi, je suis pas un fan des cycles, Mm. et je pense que on a plutôt on a la possibilité d'avoir des choses qui sont tout à fait différentes, et avoir quelque chose où pendant plusieurs mois, bah, on est dans une tendance baissière pour derrière repartir à la hausse. C'est quelque chose qui me parle plus. Enfin, qui me parle plus. Je pense que on n'est pas dans une obligation de répéter à chaque fois les choses, où on va se retrouver avec 2 ans de bear market, ou une grosse traversée du désert, etc. Tu vois. Ne serait-ce que Ouais, déjà au niveau du contexte macro-éco, il y a quand même des choses qui sont assez différentes de 2020-2021. Il y a plein de choses qui sont quand même assez différentes, qui me font penser que ça sera pas aussi facile que des cycles de 4 ans comme on a eu l'habitude d'avoir, tu vois. totalement d'accord. Totalement d'accord. Et actuellement, hein, sur les altcoins, du coup, parce que là c'est BTC, Ah, est-ce qu'on a inversé la tendance parce que les altcoins étaient quand même très fortes jusque-là? ouais, alors si tu regardes Total 3, on n'a pas inversé grand-chose, hein. Si tu veux, si tu regardes Total 3 en weekly, bah enfin voilà, en hebdo, on a fait une super mèche, on est venu chercher plein de niveaux d'intérêt, et au final, bah là, en hebdo, bah il y a pas grand-chose encore. Il y a pas de Ah, ok. grosse inversion de tendance, tu vois. C'est plus, je sais pas, il y a un braquage, quoi. Il y a un braquage Ouais, qui s'est fait. c'est ça. Un Donc braquage. après oui, contre Bitcoin, on a vu la chart du live. Contre Bitcoin, ouais, la chart elle est pas folle, mais elle était Mais ça, c'est déjà, le Others. oui, Ouais. oui, elle était déjà pas folle, tu vois. Bon, je pourrais faire Total 3 contre Bitcoin, mais on est déjà dans une tendance de fond qui est baissière. Ouais. Là, tu vois, on a eu un rebond. On a eu un rebond, donc on marque un plus haut, plus bas, mais Mhm. au final, tu vois, on a eu ce giga match ici. Et au final, on clôture en vert. Là, pour le moment, la clôture elle est verte. On clôture dans la bougie de la semaine précédente. Je veux dire, c'est C'est pas presque extrême. positif, quoi. Bah, c'est presque positif, ouais, au final, tu vois. C'est comme si il s'était rien passé, au final, tu vois. Là, c'est comme si, contre Bitcoin, en tout cas, comme si c'était rien passé, limite. Mhm. Donc, Ok. donc après, ce qui est plus parlant, c'est justement, tu prends la chart contre USD, bah, au final, il y a rien, quoi. Enfin, c'est pas qu'il y a rien.
c'est que oui, il y a eu un événement de liquidité. Bah derrière, on pourrait moi, ce que je pense, l'idéal, et puis évidemment l'idéal, ce serait qu'on ait quand même une période de consolidation avant de repartir, de la même manière que ce qu'on a pu avoir, par exemple, bah voilà, ça c'était l'été 2024. Tu vois, été 2024, on a eu, c'était le Yen Carry Trade. Donc il y a eu il y a eu ce mouvement de liquidité ici. Derrière, on est reparti à la hausse, mais il y a eu une phase de consolidation et souvent dans les post-événements de liquidité comme ça, tu as une phase de consolidation avant que le marché reparte à la hausse. Et ça, c'est à mon avis ce qui serait le plus sain. Maintenant, les gens, en général, ils veulent que ça reparte directement to the moon. Moi, je pense que c'est ce qui serait le plus sain. Maintenant, après, je veux dire, on verra. Mais là, c'est pareil, ce qui s'est passé en avril. Alors, c'était moins violent, mais pareil, on a eu une phase de consolidation avant de repartir à la hausse. Sur le Covid, c'était où? Bon, déjà, il y avait mai 2021, donc mai 2021, ça c'était assez exceptionnel aussi. Moi, je sais que par expérience, c'est ma plus grosse perte, c'était en mai 2021. Ici, je me suis fait éclater. Et là, on a eu, je sais pas, on a eu plusieurs mois, on a eu 2 mois, quoi. Ouais, c'est ça, à peu près 2-3 mois de consolidation avant de repartir à la hausse. Pareil, Covid, c'est pareil. Tu vois. Bah, alors, Covid, il y a un contexte qui est différent parce que Covid, post-crash, on a activé l'imprimante. Tu vois, donc, oui, il y a eu quand même une phase de conso, mais qui a été boostée par toutes les injections de liquidité. Ouais, ok, très clair. Et t'as Corentin Lambert qui te pose une petite question, enfin une grosse question finalement. Pouvons-nous réellement être en bear market sur BTC, sachant que les institutionnels se battent continuellement aujourd'hui pour acquérir un maximum de BTC? Bah, moi, institut ou pas, tu vois, c'est pas parce que les instituts peuvent perdre comme tout le monde au final, tu vois. C'est pas parce que justement, tu peux avoir le fait qu'il y ait un FOMO institutionnel. Il y a plein d'exemples où tu avais un FOMO institutionnel et au final, on a eu un bear market à un moment donné, tu vois. Et donc, qui est un FOMO institutionnel, c'est un FOMO qui peut à un moment donné s'essouffler. Les gens achètent, mais quelqu'un qui achète peut vendre à un moment donné, peut prendre du profit, tu vois. Donc, la réalité, elle est là. Donc, est-ce que tu peux... je peux pas dire non, on peut plus avoir de bear market. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le marché, de par le fait qu'on a une grosse exposition institutionnelle maintenant, et une vraie, je vais dire entre parenthèses, une vraie exposition institutionnelle, parce que le narratif institutionnel, c'était le narratif de 2020-2021, et au final, 2020-2021, les instituts de 2020-2021 se sont fait éclater. Les Alameda, etc., c'était censé être des instituts, Triaro Capital, etc., ils se sont fait éclater. Mais, donc je reviens, parce que je me suis un peu perdu. Mais du coup, vu qu'on a vraiment cet afflux institutionnel, je pense qu'on a un marché qui change structurellement et qui, justement, va potentiellement plus fonctionner sur des cycles de 4 ans comme on a pu l'avoir jusqu'à aujourd'hui. Ça, je le pense, tu vois. Donc, on pourrait ne plus avoir de bear market comme on a eu dans le passé, mais plutôt des phases correctives qui sont moins volatiles et plus courtes, comme par exemple l'année 2024. Tu prends l'année 2024, on a été dans une phase corrective qui était beaucoup moins volatile que ce qu'on a eu, par exemple, sur toute l'année 2022-2023, mais on était quand même dans une phase corrective, tu vois. Là aussi, c'était pareil, on a eu une phase corrective. Alors bon, il y a eu quand même les tarifs, etc. Mais il faut pas se dire que Bitcoin va être en permanence to the moon. Alors pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas? Parce que si tu regardes le SP sur une grosse unité de temps, c'est le cas. C'est-à-dire que on est sur un indice qui est perpétuellement à la hausse. Bon, alors là aussi, ça peut changer. Ça peut changer. Les valeurs, elles sont les valos, elles sont un peu déconnectées de la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais ça n'empêche pas que même sur le SP, tu as des phases, t'as eu des phases de bear market. Alors, structurellement, on est toujours sur un actif qui est à la hausse. Bien sûr. Et actuellement, on s'approche quand même de la fin du potentiel cycle. Normalement, ça devait être septembre, octobre. C'est quoi? À quel moment on pourrait être sûr et vraiment zapper, dire c'est bon, les cycles c'est terminé, là on en est sûr, parce qu'actuellement on est toujours dans ce doute-là, et peut-être que tu vois, le mois prochain c'est fini, et puis tu vois. Le truc c'est que de toute façon tu le sais pas avant que tu le sais pas avant que ce soit le cas, tu vois. C'est-à-dire que tu peux essayer d'anticiper, mais tu peux pas
En général, tu sais que tu as eu le bottom que à partir du. Tu sais que tu as eu le bottom ou le top qu'une fois qu'il est passé, tu vois. Et tu peux juste essayer essayer d'anticiper, te dire, ok, on est peut-être sur le top, et du coup, j'agis en fonction de ça, mais t'en es pas sûr, t'en es jamais sûr, t'as jamais cette certitude. Bah, les gens qui vous disent qu'ils ont cette certitude, ils vous mentent, ils se mentent à eux-mêmes. Mais après, il y a des contextes, ne serait-ce que tu peux avoir des contextes techniques, tu peux avoir des contextes techniques, des contextes psychologiques aussi. Moi, je sais que par exemple, le contexte qu'on avait en octobre-novembre 2021 me faisait dire, ok, c'est probablement le top du cycle. Là, c'est un élément que actuellement je ne peux pas réutiliser parce qu'il n'y a pas d'euphorie au niveau retail, par exemple. Donc il faut que tu t'adaptes. Pas, t'es obligé de t'adapter. Moi, je sais que par exemple, certains utilisent l'analyse on-chain parce qu'ils ont des signaux on-chain qui leur disent ok, on est en surchauffe et on est proche d'un top de cycle. Enfin, on est sur des signaux qu'on a vus précédemment sur des tops de cycle. Et du coup, là, j'ai le contexte qui me fait dire ok, on est sur un top de cycle. Et même là, tu vois, je sais pas si c'est des signaux qui vont continuer à fonctionner vu que le marché change structurellement, tu vois. Donc après, au niveau technique, on pourrait parler de plein de trucs, tu vois. Parce que, par exemple, ce qu'on a eu en décembre, ce qu'on a eu sur la fin 2024, début 2025, pour moi, ça aurait pu être un top de cycle, tu vois. Et moi, du coup, j'ai agi en conséquence en me disant, ok, c'est un top de cycle. Parce que moi, je ne fonctionne pas, à titre perso, je ne fonctionne pas par rapport au cycle des 4 ans en me disant, voilà, il reste tant de jours parce que sur les cycles précédents, il restait tant de jours. Parce que pour moi, statistiquement, de manière statistique, c'est une aberration. Par contre, je fonctionne en fonction de l'expérience que j'ai déjà vécue, de patterns que j'ai déjà observés, en me disant, ok, ça a été, j'ai déjà été témoin de top de marché sur ce genre de configuration, donc j'agis en fonction, tu vois. Mais par contre, de me dire, ok, il reste tant de jours, ça peut fonctionner, tu vois. Mais d'un point de vue statistique, ça me dérange. Tu vois. Okay. Parce que ça peut pas être aussi facile tout le temps, tu vois. Je vois. Et qu'est-ce que tu penses, petite dernière question, après on va clore, on est à 1 heure. Qu'est-ce que tu penses de cet argument que je vois souvent, que j'ai vu dans le chat aujourd'hui, je crois, sur le fait que y a plus de retail, donc le marché ne peut pas exploser, en tout cas en dehors du BTC, parce que le BTC est beaucoup plus institutionnalisé. Est-ce que c'est un vrai argument que tu prends en compte, ou est-ce que pour toi c'est juste l'avis qu'ont les gens après avoir vu la PA et pas un déclencheur vraiment de PA? Le fait que ouais, c'est pas très clair. En fait, tu es en train de me dire parce que les retail sont plus là, du coup, il n'y aurait pas d'alky pump. Il n'y aurait pas d'alky pump. Mais les retail, c'est nous, on est là. C'est juste que oui, c'est nous les retail. Je veux dire, non, mais c'est une réalité. C'est clairement nous. C'est que c'est nous mais les retail. Il n'y a pas de nouveau, quoi. Il n'y a pas d'exclusivité encore. Alors oui, le truc c'est qu'il n'y a pas un espèce de renouveau, il n'y a pas. Non, mais de toute façon, c'est clair quand tu regardes quand tu regardes au niveau activité sociale, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait en 2020-2021. Je pense qu'il y a aussi le contexte macro, il joue beaucoup parce que les gens comparent souvent avec 2020-2021, ils ne se rendent pas compte que 2020-2021, on a eu le Covid, on a les gens qui étaient confinés chez eux et puis ils avaient rien d'autre à faire que de venir spéculer sur les shitcoins, quoi, tu vois. Oui, ça, je pense que ça joue, je pense que ça a un effet quand même. Mais ça va pas empêcher les tokens de pump. Ça va pas alors ça va être plus difficile parce que oui, tu as moins d'afflux de liquidité retail la réalité c'est que il y a pas assez d'activité, il y a pas assez d'activité d'intervenants et de liquidité pour tous les tokens, tu vois, c'est pas tout ne peut pas pump comme c'était le cas sur le dernier cycle. Ça c'est à mon avis c'est une certitude, tu vois. Tu peux pas avoir mais d'un côté, je pense que c'est pas une mauvaise chose non plus parce que ça permet une certaine épuration au niveau du marché. La réalité c'est que moi je pars du principe que encore heureux que tout ne peut pas pump parce que à un moment donné, il y a tellement de merde que ça permet de faire un tri, tu vois. Ça permet peut-être de faire un tri, tu vois. J'ai reposté un truc j'ai retweet un truc sur Twitter, c'était quoi? Attends, il faut que je retrouve. C'est je crois que c'est un tweet de Ape Trade. Et en gros, lui, il dit... attends, je le traduis parce que j'ai la flemme de lire en anglais. Ouais, il dit peut-être... Merde, j'arrive pas à...
Modifier. Il existe tant de théories sur la manipulation, le délit d'initié, etc., qui expliquent la chute des cours du vendredi. Peut-être que le fait qu'il existe des centaines de crypto-monnaies sans valeur réelle et que la plupart des transactions ne soient que des opérations fictives visant à obtenir des points sur le 76e paire de DEX de la semaine, tandis que les teneurs de marché créent l'illusion d'une offre et d'une demande réelle, était une raison suffisante pour provoquer la cascade que nous avons observée. Le fait que votre crypto-monnaie préférée ait chuté de 80% est peut-être dû au fait qu'elle se trouve là où elle devrait être depuis le début. Bah, ça fait mal d'entendre ça. Il dit les termes. Mais il dit les termes parce que il dit les termes. Il y a une réalité, c'est qu'il y a 95%, si ce n'est plus, des projets, c'est de la merde. Moi j'en suis conscient. Moi j'en suis conscient. Je sais que je spécule la plupart du temps sur de l'air, tu vois. Et c'est peut-être malheureux, mais c'est une réalité, c'est que tu spécules sur de l'air. Il y a plein de trucs qui n'apportent rien. Et je pense que ça permet d'épurer. Alors, je dis pas que c'est le mouvement d'hier qui a épuré, parce que pour moi, c'est catastrophique. Il y a des gens qui ont perdu leur économie. Mais il y a plein de projets, et je veux dire, qui ne servent à rien. Tu vois. Oui, et puis sans parler de tous les projets qui ont des market makers très agressifs pour combler un manque clair de demande. Et alors, ceux-là, ils se font éclater, quoi, j'imagine. Exactement. Je sais pas, IP, il a bien vécu d'ailleurs. Un exemple, par exemple. Bah, IP, IP, il avait dû entamer. Non, IP, il a mal vécu. IP, il a mal vécu. Ouais, voilà, il a mal vécu. Oui, bien sûr. IP, il a mal vécu le dump. Bah, tu vois, voilà, IP, c'est un exemple, c'est un bon exemple. Je sais que le truc avait pas de revenus, enfin peu de revenus, un truc comme ça, mais il n'y a pas besoin de 40 layer 1, il n'y a pas besoin de 50 layer 1, il n'y a pas besoin de. Bon, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Mais oui, mais de toute façon, là, on le voit sur ce cycle, les gens qui ont vraiment gagné, en tout cas sur le long terme, sur du court, tu pouvais faire plein de revenus plein d'argent sur des petites merdes, mais en tout cas sur du long terme, bah c'était des trucs fiables, c'était du AV, je ne vais pas dire Uni parce que Uni non, mais enfin, en tout cas des gros trucs bien installés. Et je pense que ça va être la tendance jusqu'à ce que le marché devienne euphorique, mais on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, quoi. Pour le moment, c'est pas le cas. Bah, donc, voilà. Après, je pense qu'il faut. Moi je l'accepte et je suis avec, tu vois, et je suis pas dans l'attente. Je suis pas dans l'attente d'une alt season qui n'arrivera peut-être plus, je sais pas, parce que je pense qu'il faut arrêter d'être. Enfin, tu vois, il y a plein d'intervenants qui se confortent à être dans une espèce de zone de confort en se disant oui, ça va être comme en 2021, ça va être comme en 2017, on va se retrouver avec les mêmes cycles, avec des alts qui pètent, etc. Mais non, en fait, le marché il s'en fout complètement, tu vois. Il y a le marché s'en fout complètement. Il faut arrêter de se conforter dans des tu vois, comment on dit, des modèles qui n'ont pas prouvé grand-chose en réalité, tu vois. Il y a une citation d'un statisticien qui s'appelle George Box. C'est tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Tu vois. J'aime beaucoup. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Bah ouais. Ok. Tu vois. Ok. Très beau mot de fin. Je voulais juste partager un petit peu ce que m'a partagé Corentin Lambert sur l'affaire Ethena. Merci à Corentin d'ailleurs, qui me partage tout ce qui est lié à Ethena. Merci pour le gros. Donc c'est Asib qui bosse chez Dragonfly qui est un très gros VC derrière Ethena. Mais qui défend que le projet n'a pas d'EPEG. Je vous laisserai lire tout ça. Je pense que c'est défendable. Après, comme je le dis, c'est un mec qui est biaisé de base. Donc voilà, à suivre pour l'affaire. En tous les cas, c'est vrai que de l'image des gens, c'est peut-être quelque chose qui a mal fait. Il faudra suivre. Je prendrai le temps cette semaine de me renseigner, puis on en parlera la semaine prochaine. En tout cas, merci Gourmet d'être là parce que, tu vois, moi je me souviens avant de faire ces émissions, avant d'être très présent, que ce soit sur le CT, que ce soit sur les émissions, tout ça, je me souviens à quel point ce genre d'événement était extrêmement dur quand tu étais seul. Je pense que le fait aussi qu'on a un Discord, c'est très cool pour les gens de vivre ça ensemble parce que quand tu es tout seul devant ton écran, c'est vraiment le pire moment à vivre. Donc merci de rassurer tout le monde, merci de rassurer ou pas parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas au moins d'éclaircir certaines choses. Et pour ceux qui sont sur le Discord, merci d'avoir animé, d'avoir discuté avec les gens, de vous être regroupés là-dessus. Et si vous n'êtes pas sur le Discord, allez-y, c'est gratuit. Encore une fois, c'est un marché qui est très très dur et il vaut mieux être avec d'autres personnes pour apprendre, pour se serrer les coudes que d'être tout seul, je pense. Donc voilà, merci beaucoup Gourmet. Et de rien.
ta présence. Et puis à la semaine prochaine, moi je termine mes vacances samedi prochain, donc après je serai beaucoup plus disponible, on pourra refaire de vraies émissions et je serai beaucoup mieux préparé. Et puis voilà, passez un bon week-end, non, on est dimanche. Bon, passez une bonne semaine alors. Ciao, ciao. Ciao, ciao.